J'ai toujours pensé que les campings les plus silencieux étaient les plus sûrs. Je ne le pense plus. Parce que ce qui m'est arrivé cette nuit-là, ça n'avait rien à voir avec un bruit. C'était l'inverse. C'était l'absence de bruit. Et à un moment de cette nuit, j'ai entendu ma propre voix dire deux mots, que je ne me souviens pas avoir prononcés. Je vais tout vous raconter, dans l'ordre. Parce qu'encore aujourd'hui, j'essaie de comprendre. Ça s'est passé dans le Morvan, un soir de semaine, à la fin du printemps. Un de ces emplacements sauvages qu'on trouve à peine sur les cartes. Le genre de coin qu'on repère par hasard en suivant une piste forestière. Ce n'était pas vraiment la nature profonde. Et c'est ça, je crois, qui me dérange encore le plus. J'avais campé dans ce secteur une fois. Et j'avais choisi cet endroit parce qu'il avait l'air simple. Une route en gravier, un coin plat après un virage, un vieux foyer de pierre, assez d'arbres pour se sentir à l'abri des regards, mais pas trop, pour ne pas se sentir enfermé. Je suis arrivé un peu après 5 heures. Le soleil était encore en haut, mais déjà bas sur l'horizon. Suffisamment pour que les ombres commencent à s'étirer sur la route. J'ai garé ma voiture face à la sortie, comme je le fais toujours quand je campe seul. Mon téléphone affichait 74% de batterie. J'avais une carte hors ligne téléchargée, une petite radio météo dans la poche latérale de mon sac, et une batterie externe dans la boîte à gants. Je me souviens avoir vérifié tout ça avant même de sortir la tente. Être prudent, ça me rassure. Le campement avait l'air normal. Des traces de pneus anciennes dans la terre, des feuilles écrasées près du foyer, quelques bouts de bois fendus laissés par quelqu'un d'autre. Rien d'abandonné de façon spectaculaire. Juste inutilisé depuis quelques jours. J'avais planté un piquet de tente à moitié dans le sol quand j'ai remarqué que le ruisseau manquait. Pas physiquement manquant, non. Je le voyais sur la carte, à une 50aine de mètres en contrebas, à travers les arbres. J'avais même choisi cet emplacement en partie pour ce ruisseau. Je m'attendais à entendre l'eau courir sous tous les autres sons. Ce bruit doux qu'on finit par ne plus remarquer après un moment. Mais il n'y avait rien. Je suis resté debout, le piquet dans la main, à attendre ce bruit. J'ai entendu ma veste bouger quand j'ai haussé les épaules. J'ai entendu la tête métallique du piquet racler contre une pierre sous la terre. J'ai entendu ma propre respiration, par le nez. Je n'ai pas entendu l'eau. Je n'ai pas entendu d'insectes. Je n'ai pas entendu d'oiseaux qui s'installent pour la nuit. Même les arbres semblaient trop immobiles. Je me suis dit que j'étais fatigué par la route. La pression de l'air avait changé tout l'après-midi. Mes oreilles s'étaient bouchées 2 fois pendant le trajet. Peut-être que tout ça sonnait plat à cause de ça. Peut-être que le ruisseau était plus bas que ce que montrait la carte. Peut-être que je faisais ce que font les gens qui partent seuls en forêt. Se mettre à trop écouter. Alors j'ai ri, une fois, surtout de moi-même, et j'ai claqué des mains. Le claquement a été net, trop net. Il a sonné clairement, juste devant moi, puis s'est arrêté. Comme s'il avait heurté quelque chose de mou, à quelques mètres, et qu'il était mort là. J'ai attendu que le son me revienne des arbres. Il n'est pas revenu. J'ai fini de monter le camp quand même. Ça paraît stupide à dire aujourd'hui, mais à ce moment-là, il n'y avait rien dont il fallait fuir. La route était juste derrière moi. Ma voiture était garée à portée de vue. Le ciel était dégagé. J'avais encore de la lumière du jour. Et la seule chose qui clochait, c'était que l'endroit était plus silencieux que prévu. On imagine toujours la peur comme quelque chose de bruyant. Un cri, une branche qui casse, une voix dans le noir. Là, c'était l'inverse. C'était le genre de silence qui rendait chaque petit son presque intime, comme si la forêt refusait d'y participer. J'ai déroulé mon matelas, je l'ai poussé dans la tente. Le nylon a raclé contre le sol, mais le bruit est resté coincé sous le double toit. J'ai allumé le réchaud, l'étincelle a claqué une fois près de ma main. La flamme a pris. J'ai posé une petite casserole dessus, et le métal a touché le brûleur avec un petit tape sourd. Aucun écho, aucun rebond du son dans la clairière. Je me suis arrêté à nouveau, puis je me suis forcé à continuer. J'avais été stressé pendant des semaines avant ce voyage. Trop de travail, pas assez de sommeil, trop d'heures dans des bureaux sous des néons, à répondre aux demandes des autres. J'étais venu ici parce que je voulais que le monde arrête de faire du bruit. Alors ça me semblait ridicule de me plaindre, maintenant que c'était enfin arrivé.
Vers 18h30, j'avais de l'eau qui chauffait et mon sac de nourriture bien refermé, rangé à l'écart dans le coffre, loin de la tente. J'ai mangé du riz instantané directement dans le sachet, assis sur le coffre ouvert de la voiture. Toutes les 2 bouchées, je me surprenais à retenir mon souffle, à écouter, en espérant un bruit normal, un moustique près de l'oreille, un écureuil dans les feuilles, n'importe quoi. Toujours rien. J'ai sorti la radio météo, surtout pour me rassurer. Une petite radio jaune, avec un coin de plastique fendu. Le genre qu'on garde parce qu'elle fonctionne encore, même si elle a l'air de ne plus devoir marcher. J'ai tourné le bouton jusqu'à entendre la friture statique. La friture statique, normalement, ça remplit l'espace. C'est la seule façon que j'avais de décrire ça. Même quand c'est faible, ce bruit s'étale d'habitude. Il frotte contre l'air autour de vous. Là, non. On aurait dit que la friture se produisait à l'intérieur de la radio, et nulle part ailleurs. Je l'ai éloigné de mon visage, puis rapproché à nouveau. Pareil, un sifflement fin, enfermé dans la petite boîte en plastique. J'ai tourné le bouton lentement. Pendant une demi-seconde, une voix a percé. Ciel dégagé sur le secteur pour la nuit. Puis tout est redevenu plat. Ça aurait dû me rassurer. C'était un bulletin météo normal. Ça voulait dire que la radio marchait, que j'étais bien où je pensais être. Mais ça a rendu le silence autour de la radio encore plus lourd. Je me suis dit que les arbres absorbaient le son, que le camp était dans une cuvette, et que le sol humide sous les feuilles avait avalé les bruits. Peut-être que la forme de la clairière rendait tout sourd. J'ai même ouvert la bouche et avalé plusieurs fois, pour essayer de déboucher mes oreilles. Pendant 1 minute, j'ai cru que ça aidait. Puis j'ai tiré la fermeture éclair de la tente. Elle a fait son bruit habituel, ce grincement net, pendant 2 secondes environ. Puis le son s'est arrêté, d'un coup, alors que ma main bougeait encore. Je sentais les dents de la fermeture passer sous mes doigts. Je voyais la porte se fermer, mais la dernière moitié du bruit avait disparu, comme si on lui avait coupé la queue. Après ça, j'ai arrêté de faire semblant de ne pas vérifier. J'ai fait le tour du camp, mon téléphone à la main, et j'ai ouvert l'application d'enregistrement vocal. Je ne voulais pas garder le fichier, je voulais juste une preuve, pour moi. Enregistrer 30 secondes, l'écouter, entendre un son extérieur normal, et me sentir assez gêné pour arrêter d'y penser. L'enregistrement a démarré à 20h30. Je me souviens de l'heure, parce que l'écran paraissait trop lumineux dans la clairière. J'ai baissé la luminosité presque au minimum. Puis j'ai tenu le téléphone près de ma poitrine, et j'ai dit mon nom. J'ai dit la date. J'ai dit que je campais sur une piste forestière, dans le Morvan. J'ai dit que tout allait bien. Ma voix sonnait mal pendant que je disais ça. Pas déformée, pas plus grave, juste trop près de moi. Comme si les mots ne sortaient jamais vraiment de ma bouche. J'ai posé le téléphone sur une souche plate, à côté du foyer froid, et j'ai reculé de 3 pas. J'ai claqué des mains 1 fois. Le bruit a éclaté devant mes mains et a disparu. J'ai pris la cuillère de mon kit de cuisine et je l'ai tapée contre le bord de la casserole. La cuillère a touché le métal. J'ai senti la vibration dans mes doigts. Mais le son est sorti faible et petit, comme étouffé sous une couverture. J'ai vérifié l'écran. La courbe sonore bougeait à peine. Ça m'a inquiété plus que le silence lui-même. Un sentiment, on peut le discuter. Une courbe sonore, c'est plus difficile à contester. Je me suis penché et j'ai cassé une brindille entre mes doigts. Ça aurait dû faire un craquement sec et net. Au lieu de ça, ça a fait un petit court, puis rien d'autre. Je suis resté là, à regarder les 2 morceaux dans ma main, en attendant le reste du bruit, comme s'il avait juste été retardé. Et là, j'ai fait quelque chose que j'aurais préféré ne pas faire. Je me suis tourné vers les arbres et j'ai crié « Il y a quelqu'un ?» Je n'attendais pas de réponse. J'attendais que la forêt réagisse. Un oiseau qui s'envole, un écureuil qui détale. N'importe quoi qui prouverait que ma voix avait vraiment porté au-delà des premiers mètres du camp. Rien n'a bougé. Les arbres n'ont pas répondu de façon spectaculaire. Ils ne se sont pas mis à trembler. Il n'y avait aucune silhouette entre les troncs. Ça aurait été plus simple, en fait. Parce qu'au moins, j'aurais su de quoi avoir peur. Au lieu de ça, ma question semblait s'être arrêtée net, au bord du foyer. Je suis revenu à la souche. J'ai regardé le téléphone à nouveau. L'enregistrement continuait.
J'ai observé la petite ligne bouger pendant que je respirais. Elle sautait comme avait se frotter le micro. Elle sautait quand je prenais le téléphone en main. Mais quand je le tenais éloigné et que je retapais sur la casserole, la ligne se soulevait à peine. J'ai essayé de me raisonner. Peut-être que le micro était défectueux. Peut-être que ma coque bloquait le son. Peut-être que l'application réduisait le bruit de fond automatiquement. Ça paraissait assez crédible pour que je me sente presque mieux. Alors j'ai ouvert la caméra à la place. J'ai filmé le campement pendant 1 minute. La tente, le réchaud, la casserole, le vieux foyer, les arbres sombres au-delà du cercle de ma lampe frontale. J'ai retapé sur la casserole pendant que la caméra tournait. J'ai tiré la fermeture éclair de la tente, de haut en bas. J'ai allumé la radio météo 5 secondes, puis je l'ai éteinte. Quand j'ai visionné la vidéo, ma respiration était bruyante. Le petit mouvement de mon pouce sur la coque du téléphone était bruyant. La fermeture éclair était là, mais fine. La casserole semblait beaucoup plus loin qu'elle ne l'était vraiment. La radio, c'était le pire. Sur la vidéo, la friture statique ne sonnait plus comme de la friture. Ça sonnait comme quelqu'un qui frotte du papier derrière une porte fermée. J'ai arrêté la lecture avant la fin. Pour la première fois, cette nuit-là, j'ai pensé à partir. Pas parce que j'avais vu quelque chose. Pas parce que je me croyais en danger. J'ai juste eu cette pensée en toute pratique. Si mes sens ne fonctionnaient pas correctement, alors rester seul dans les bois était une mauvaise idée. J'ai regardé vers la piste forestière. Le gravier était déjà sombre. Mes phares devraient me porter à travers plusieurs kilomètres d'ornières, 2 virages serrés et un passage à gué que j'avais traversé en plein jour. Si je m'embourbais là-dedans, je serais loin de ma tente, loin de mon matériel, et probablement sans réseau pour appeler quiconque. Je suis resté debout un long moment, le téléphone à la main, sans bouger. Et là, tout près de la souche, un petit bruit. Une tasse qu'on pose, pas lâchée, pas renversée, posée, délicatement. Je me suis retourné si vite que le faisceau de ma lampe frontale a balayé les arbres d'un coup. Mon mug était toujours près du réchaud, exactement où je l'avais laissé. Dans ma main, l'enregistrement tournait toujours. La courbe sonore bougeait à peine. Je ne suis pas allé voir. C'est important que ce soit clair. Je ne suis pas entré dans les arbres avec ma lampe frontale. Je n'ai pas fait le tour du camp pour prouver que quelque chose était là. Je suis resté debout près de la souche pendant peut-être 10 secondes, le temps de sentir tout mon corps vouloir bouger. Et puis, je me suis forcé à rester où j'étais. Mon mug était toujours près du réchaud. Ma casserole était toujours sur la serviette pliée, à côté. Mon sac de nourriture était toujours fermé, dans le coffre. La porte de la tente était zippée. Rien n'avait été déplacé, rien que je puisse pointer du doigt. Et il n'y avait eu que ce son. Et le problème avec un son, c'est qu'une fois qu'il a disparu, on se retrouve seul à débattre avec soi-même. J'ai arrêté l'enregistrement, sans le réécouter. Mes mains tremblaient un peu, ce qui m'a énervé. Je me souviens d'avoir eu peur, oui, mais aussi d'avoir été en colère. En colère contre le campement, en colère contre mes propres oreilles, en colère d'avoir fait toute cette route pour trouver du calme et de me retrouver là, debout, terrifié par lui. La chose intelligente à faire aurait été de partir, je le sais. Mais ce qui est intelligent en plein jour et ce qui est intelligent à 9h du soir, ce n'est pas toujours la même chose. La route était étroite, par endroits ravinés. J'avais traversé un gué peu profond à l'allée, le genre qui paraît inoffensif jusqu'à ce que les pneus perdent l'adhérence sur la roche lisse, dessous. Je l'avais fait lentement, en plein jour. Le refaire dans le noir, secoué comme je l'étais, ça ressemblait à une mauvaise décision déguisée en bonne idée. Alors j'ai choisi la solution intermédiaire. J'ai chargé dans la voiture ce dont j'avais vraiment besoin. Téléphone, clé, portefeuille, batterie externe, radio, gourde, pompe de défense, lampe frontale. J'ai laissé la tente monter parce que la démonter dans ce silence me paraissait pire que l'abandonner pour quelques heures. J'ai laissé le réchaud et la casserole où ils étaient. Je me suis dit que je dormirais dans la voiture jusqu'au lever du jour, puis que je rangerais tout proprement avant de partir. Ce plan m'a un peu calmé. La voiture n'était qu'à une 30aine de mètres, garée face à la route. J'ai ouvert la portière du côté conducteur. Le plafonnier s'est allumé. Pendant une seconde, cette petite lumière chaude m'a paru être la chose la plus normale du monde.
le tableau de bord en plastique, de vieux tickets dans le vide-poche, de la poussière sur l'écran, l'odeur de café dans le porte-gobelet qui restait du trajet. Je suis monté, j'ai verrouillé les portières et je me suis assis, les deux mains sur le volant. À l'intérieur de la voiture, le silence avait du sens. Une voiture, ça étouffe le monde, c'est normal. Le verre et les portières donnaient une raison au silence. Je n'arrêtais pas de me répéter que je n'étais pas piégé, que je n'étais pas impuissant, que si quoi que ce soit arrivait, je pouvais démarrer et partir. J'ai mis les clés sur le contact, pour ne pas avoir à les chercher. J'ai posé la bombe de défense sur le siège passager, même si je savais bien que je n'avais pas affaire à un animal. Puis j'ai allumé la radio, doucement, et je l'ai tenue près du tableau de bord. La friture statique est revenue. Elle sonnait mieux dans la voiture. Pas normal, exactement, mais mieux. Elle remplissait un peu l'habitacle. Assez pour que mes épaules se relâchent. Assez pour que je rie presque de moi-même à nouveau. Je me souviens m'être dit que je raconterais ça à ma sœur, plus tard, et que j'en ferais une histoire drôle. Comment je m'étais fait peur par un camping silencieux et que j'avais dormi dans ma voiture comme un débutant. Puis j'ai remarqué que j'entendais mon cœur, sous la friture. Pas le sentir, l'entendre. Un battement sourd, dans les deux oreilles. Lent au début, puis plus rapide, parce que je l'avais remarqué. J'ai monté le son de la radio d'un cran. Le battement restait dessous. J'ai baissé le son, pareil. J'ai retenu mon souffle, et pendant 2 secondes, toute la voiture a semblé retenir son souffle avec moi. Je me suis dit que c'était normal aussi. Le stress fait des choses étranges. L'adrénaline peut rendre le pouls bruyant. J'avais trop écouté, trop longtemps. Je devais arrêter de tester le monde et laisser le matin arriver. Avant de ranger le téléphone, j'ai ouvert l'enregistreur une dernière fois, et je l'ai posé sur le tableau de bord. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'une partie de moi voulait une preuve, si j'entendais à nouveau le bruit de la tasse. Peut-être qu'une autre partie voulait une preuve que non. L'écran s'est éteint après 1 minute. La radio sifflait doucement près de la console centrale. Derrière le pare-brise, le campement formait une masse sombre que je savais déjà être ma tente. Mon réchaud, mon foyer, mon matériel. Ça paraissait ordinaire, tant que je ne fixais pas mon regard trop longtemps. J'ai incliné le siège de quelques centimètres et j'ai gardé la lampe frontale sur mes genoux. Je n'ai pas dormi, pas vraiment. J'ai flotté dans ce genre de demi-sommeil où les pensées tournent en boucle. Le passage à gué, la fermeture éclair, la courbe sonore, le bruit de la tasse, le fait que je n'avais entendu aucun insecte de toute la soirée. À un moment, j'ai ouvert les yeux parce que la radio s'était tue. L'écran était toujours allumé, le volume était toujours au même endroit. Mais le sifflement avait disparu. Il n'y avait plus que le bruit de ma propre respiration dans la voiture. Et alors, dehors, côté passager, le même petit bruit est revenu. Une tasse qu'on pose, avec précaution, proche, presque douce. Je n'ai pas bougé tout de suite. Mes yeux sont allés vers le sac derrière le siège passager, dans l'espace entre les 2 sièges. Je voyais le bord de mon mug en métal qui dépassait du haut, exactement là où je l'avais rangé, au moment où j'ai repris mes affaires. Le bruit ne venait pas du mug, ou alors il y en avait 2. Je suis resté immobile jusqu'à ce que mes jambes commencent à me faire mal. C'est la première fois que j'ai vraiment compris à quel point la peur peut donner envie de bouger. Une partie de moi voulait allumer les phares, mettre la marche arrière, et filer avant de trop réfléchir. Une autre partie de moi voulait se pencher vers les vitres passagers et regarder, juste pour en finir avec le doute. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai gardé la tête froide, et seulement mes yeux ont bougé. La vitre côté passager était noire, hormis le faible reflet du tableau de bord. J'y voyais mon propre visage, pâle, étiré par la lumière faible de la radio. Derrière ce reflet, il n'y avait rien que je puisse comprendre, juste la forme sombre des arbres, et la forme plus sombre encore de l'espace entre eux. Le bruit ne s'est pas répété. Ça a presque été le pire. Si ça s'était reproduit, encore et encore, j'aurais pu en faire un motif. J'aurais pu dire un animal, une branche, un objet qui glisse. Mais un seul petit bruit, précautionneux, tout près de la portière, ça a laissé trop de place à mon esprit pour travailler. J'ai regardé encore une fois le sac. Mon mug était toujours là. Je voyais l'anse, coincé entre une polaire roulée et un paquet de café soluble.
Il n'avait pas bougé. Je me suis penché lentement. J'ai touché le métal froid avec 2 doigts, bien réel, dans la voiture. Alors qu'est-ce que j'avais entendu dehors? J'ai repris le téléphone sur le tableau de bord. L'enregistreur tournait toujours. 31 minutes et quelques secondes. J'ai arrêté l'enregistrement. J'ai sauvegardé le fichier sans le nommer. Mon pouce est resté un long moment au-dessus du bouton de lecture. Je savais que je devais attendre le matin. Je savais qu'écouter maintenant ne pouvait qu'empirer les choses. Mais je savais aussi que si le fichier semblait normal, s'il n'avait capté que ma respiration et la radio qui s'arrêtait, alors je pourrais peut-être me calmer assez pour tenir jusqu'au matin. Alors j'ai écouté. Au début, ce n'est que moi qui respirais, qui bougeais sur le siège. Un petit clic quand j'ai posé le téléphone. La friture de la radio était là, mais faible et fine. Je m'entendais avaler ma salive. J'entendais la manche de ma veste frotter contre le volant. Ces sons-là étaient bien trop nets. Puis l'enregistrement est arrivé au moment où la radio s'est coupée. Le silence, dans le fichier, n'était pas vide. C'est ça que je n'ai pas réussi à expliquer. Ce n'était pas l'absence de son. C'était comme si le micro recevait encore quelque chose, mais que cette chose n'avait ni texture, ni air, ni distance. Juste une pression. J'ai approché le téléphone de mon oreille, pendant plusieurs secondes. Rien. Puis ma propre voix a dit « Toujours là ». J'ai arrêté la lecture si brusquement que j'ai presque laissé tomber le téléphone. La voiture est redevenue complètement silencieuse. J'ai fixé l'écran. Ma première pensée, c'est que le fichier avait sauté quelque chose que j'avais dit plus tôt, ou que j'avais accidentellement enregistré par-dessus un autre mémo. J'ai ouvert la liste des fichiers. Il n'y avait que cet unique enregistrement, celui de la voiture. J'ai vérifié l'horodatage. Il avait commencé après que je sois monté dans la voiture. Il n'y avait pas de fichier plus ancien sous ce nom, puisque je ne l'avais pas encore nommé. J'ai réécouté les dernières secondes, le même silence, la même pression. Puis, toujours là. C'était ma voix. Je veux que ce soit clair. Ce n'était pas un murmure venu de l'extérieur. Ce n'était pas une voix grave, déformée, dramatique. Ce n'était pas une voix qui imitait la mienne. C'était juste moi, fatigué, calme, qui disait 2 mots. Mais ça ne venait pas de l'endroit où j'étais assis. Quand je parle dans un téléphone, dans une voiture fermée, ma voix a un certain son, trop proche, étouffé. Je l'avais entendue, cette voix, plutôt dans le fichier, chaque fois que je respirais ou que je murmurais pour moi-même. Là, c'était différent. Les mots semblaient avoir été enregistrés depuis l'extérieur du pare-brise, pas loin, peut-être 3 ou 4 mètres. La même distance qu'entre le tableau de bord et l'avant du capot de la voiture. J'ai vérifié les portières à nouveau, toutes verrouillées, les vitres, toutes fermées, le siège passager, le plancher, la banquette arrière, le sac. Comme s'il pouvait y avoir un autre téléphone en train de me jouer un tour. Il n'y avait rien. Alors j'ai fait ce que font les gens proches de la panique. J'ai essayé de rendre l'impossible plus petit. Peut-être que j'avais parlé sans m'en rendre compte. Peut-être que le téléphone était dans ma main à ce moment-là, et que je ne m'en souvenais pas. Peut-être que le son avait rebondi bizarrement sur le pare-brise. Peut-être que le stress me faisait entendre une distance qui n'existait pas. Peut-être que ma propre voix sonnait différemment parce que la radio venait de s'éteindre, juste en dessous. Je me suis donné explication après explication. Aucune n'expliquait pourquoi je n'avais aucun souvenir d'avoir dit ça. Le pire, ce n'était pas ces 2 mots, toujours là. Ça pouvait vouloir dire n'importe quoi. J'aurais pu me parler à moi-même. J'aurais pu vouloir dire que j'étais toujours au camp, toujours éveillé, toujours en sécurité. Les gens disent des choses étranges quand ils ont peur. Le pire, c'est que cette voix sonnait calme, pas terrifiée, pas confuse, calme. D'une façon que je n'étais pas, moi, à ce moment-là. Je n'ai rien effacé. Je ne voulais pas toucher au fichier davantage. J'ai verrouillé le téléphone. Je l'ai posé face contre le porte-gobelet. Puis je suis resté assis, les 2 mains sur le volant, à regarder le campement sombre à travers le pare-brise. Les phares sont restés éteints. Le moteur est resté éteint. Je me répétais que le lever du jour était un plan raisonnable. Partir dans le noir, en tremblant comme ça, c'est la façon dont les gens finissent dans un fossé. Alors j'ai attendu.
Toutes les quelques minutes, je regardais l'heure. Le temps passait par petits morceaux laids. Rien n'a touché la voiture. Personne n'a frappé. Aucun visage n'est apparu à la vitre. Aucune silhouette n'a traversé le pare-brise. Je n'ai entendu le bruit de la tasse que cette unique fois cette nuit-là. Et plus jamais. Ça aurait dû me rassurer. Ça ne l'a pas fait. Parce qu'après avoir entendu ma propre voix sur cet enregistrement, j'ai arrêté d'avoir peur que quelque chose soit dehors. J'ai commencé à avoir peur qu'à un moment de la nuit, j'ai pu être dehors, moi, sans m'en souvenir. Le premier oiseau a chanté un peu avant 6 heures. J'ai presque manqué ce moment, parce que j'avais arrêté de faire confiance à mes propres oreilles. Un seul petit cri, depuis quelque part au-delà de la route, fin et ordinaire. Puis un autre oiseau lui a répondu, plus loin. Quelques secondes après, j'ai entendu les feuilles bouger dans le vent, pour la première fois depuis mon arrivée. Je me suis redressé si vite que j'ai eu une crampe au cou. La forêt ne s'est pas réveillée d'un coup, c'est revenu en couches, du vent dans les hautes branches, de l'eau qui coulait en bas, le bourdonnement lointain d'un insecte qui s'arrêtait et reprenait. Quelque part, trop loin pour qu'on la voie, une voiture est passée sur la piste forestière, et le gravier a claqué sous ses pneus. Des bruits normaux. Ça aurait dû être réconfortant. Au lieu de ça, ça a rendu la nuit précédente encore pire, parce que je pouvais enfin entendre ce qui avait manqué. J'ai attendu d'avoir assez de lumière pour bien voir le sol avant d'ouvrir la portière. Les clés dans une main, la bombe de défense dans l'autre, même si je m'en voulais un peu de faire ça en plein jour. L'air, dehors, était frais et humide. Ça sentait les feuilles mouillées, le vieux feu de bois, l'eau du ruisseau. Tout avait l'air exactement comme ça devait être. La tente était toujours debout, le réchaud était toujours sur la serviette pliée, la casserole était toujours là où je l'avais laissée. Le foyer était froid. Mes propres traces de pas de la veille étaient imprimées dans la terre meuble, qui se chevauchait, mais sans rien d'anormal. Rien n'était passé par le campement d'une façon que je pouvais prouver. J'ai rangé vite. Pas paniqué exactement, mais pas soigneux non plus. J'ai fourré la tente dans son sac sans la plier. J'ai laissé 2 piquets bon marché, trop enfoncés, parce que je ne voulais pas rester à genoux là plus longtemps que nécessaire. J'ai jeté le réchaud, la casserole et le sac de nourriture dans le coffre de la voiture, en regardant par-dessus mon épaule sans vraie raison. Avant de partir, je suis retourné à la souche, là où j'avais posé le téléphone la veille. Il y avait un petit cercle aplati dans l'herbe, à côté. Pas une empreinte de pas, pas une trace de patte. Rien d'aussi utile que ça. Juste un disque rond, à peu près de la taille du fond d'un mug, enfoncé dans l'herbe humide, comme si quelque chose s'était reposé là, un moment. Je suis resté à regarder ça plus longtemps que je n'aurais dû. Puis j'ai regardé mon propre mug en métal, dans le sac, couché sur le côté, entre la polaire et le café. J'ai pris une photo de l'herbe aplatie. Sur la photo, ça ne ressemblait à rien. C'est une des choses les plus cruelles, avec l'épreuve d'une nuit comme celle-là. Sur l'instant, ça paraît solide. Plus tard, sur un écran de téléphone, c'est juste un coin d'herbe que n'importe qui aurait pu expliquer en 2 secondes. J'ai repris la route juste après le lever du soleil. J'ai traversé le gué lentement. Mes pneus ont glissé une fois sur la roche et pendant une demi-seconde, j'ai cru que j'allais finir embourbé là, après tout ce qui s'était passé. Puis la voiture a retrouvé l'adhérence et elle est remontée de l'autre côté. Quand j'ai retrouvé le bitume, je me suis arrêté sur le bas-côté et j'ai appelé ma sœur. Je lui ai dit que j'étais parti tôt parce que j'avais mal dormi. C'était assez vrai. Elle m'a demandé s'il s'était passé quelque chose. J'ai regardé le téléphone dans ma main, j'ai pensé au fichier, j'ai dit « pas vraiment ». Je n'ai rien signalé à personne, ni au garde forestier, ni à qui que ce soit. Je ne sais toujours pas ce que j'aurais bien pu signaler. Un campement silencieux, un enregistrement étrange, de l'herbe aplatie près d'une souche, ma propre voix qui disait 2 mots dont je ne me souvenais pas. Il n'y avait personne, aucun dégât, aucune menace qu'on puisse écrire sur un formulaire. 3 jours plus tard, j'ai écouté l'enregistrement sur mon ordinateur. Je l'avais évité. Mais l'éviter ne faisait que grossir la chose. J'ai mis des écouteurs. J'ai ouvert le fichier dans un logiciel audio, parce que je voulais voir la courbe sonore. Je voulais une explication technique. Un gain automatique, une suppression de bruit, une saturation. N'importe quoi qui transformerait tout ça en simple problème de machine. La majeure partie du fichier ressemblait à ce dont je me souvenais. Ma respiration formait des pics nets.
Le frottement de ma manche faisait une petite bosse irrégulière. La friture de la radio était fine, mais visible. Puis il y avait une longue section où la courbe s'aplatissait presque complètement. À 20h41, il y avait une petite remontée. C'était là, la voix. Je l'ai écoutée une fois, puis une deuxième, puis une troisième, les yeux fermés, ce qui était une erreur. Toujours là. C'était toujours moi, j'en suis sûr. Mais ça n'avait pas ce son proche et étouffé de moi assis sur le siège conducteur. Ça sonnait ouvert, légèrement plus loin. Comme si le téléphone était reposé sur la souche, à nouveau, et que j'étais debout près du foyer. J'ai vérifié les photos de cette nuit-là. À 20h41, d'après l'horodatage de l'une d'elles, mon téléphone était sur la souche, près du foyer. La photo montrait les vieilles pierres, le réchaud, les arbres sombres et le coin de ma tente. C'était la photo que j'avais prise avant de m'installer dans la voiture. Mais l'enregistrement, celui avec la voix, venait de plus tard, de l'intérieur de la voiture. Je le savais parce qu'au début de ce même fichier, j'entendais le bip de verrouillage des portières et la radio posée contre le tableau de bord. J'ai essayé de faire coïncider ces deux faits. Ils ne coïncident toujours pas. Je ne suis jamais reparti camper seul depuis. Je dis aux gens que j'ai été occupé, ou que je préfère y aller avec des amis maintenant. C'est plus facile à dire que la vérité. La vérité, c'est que je peux gérer les bruits dans les bois, les branches, les animaux, le vent. Même des pas auraient donné une forme à ma peur. Ce que je ne peux pas gérer, c'est un silence qui donne l'impression d'être écouté en retour. Et je ne peux pas supporter l'idée que, pendant toute une petite partie de cette nuit-là, j'ai pu me tenir debout dehors, près de ma propre voiture, en disant calmement que j'étais toujours là, pendant qu'une autre version de moi restait assis derrière les portes verrouillées, à attendre que le matin arrive. Si cette histoire t'a plu, pense à t'abonner, à liker ou à laisser un commentaire. De nouvelles histoires arrivent. Et surtout, ne ferme pas les yeux.